Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On a vu au tout début de ce journal le quartier de sécurité renforcée de cette prison à Condé-sur-Sarthe. Pour le moment, les cellules sont encore vides. Quand les nouveaux détenus vont-ils arriver? Dans les prochaines heures. Et combien seront-ils? Donc d'abord 40, une quarantaine avant le début du mois de décembre, puis une centaine en tout dans cette prison de haute sécurité. La deuxième, Vendin-le-Vieil, qui a été ouverte en juillet dernier, conformément à ma promesse, et puis désormais Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, qui est donc ouverte aujourd'hui. Quel sera leur profil? Est-ce que c'est, comme à Vendin-le-Vieil, exclusivement des narcotrafiquants ou ailleurs dans le spectre du grand banditisme? Alors c'est des personnes qui sont soit condamnées, soit en cours de procès, qui appartiennent à ce qu'on appelle la criminalité organisée, donc des narcotrafiquants, des gens qui trafiquent de la drogue, mais aussi des gens qui trafiquent des êtres humains, du proxénétisme, parfois aussi des étrangers en situation irrégulière, du tabac. Il y a, vous savez, dans la criminalité organisée, tout est bon pour faire de l'argent. Et ce sont souvent les mêmes qui ont des réseaux, des banques parallèles, des réseaux de communication parallèles, dans un vaste et grand monde qui est rempli de délinquants et de criminels. Et il faut savoir attaquer cette criminalité organisée par l'argent. Donc c'est d'abord ceux qui font de l'argent sale. Vous disiez dans les prochaines heures, c'est ce soir, demain, dans les jours à venir? Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas détailler, mais dans les prochaines heures. Comment vont-ils être transférés? Est-ce que, comme Mohamed Amra, il y aura le RAID, le GIGN, des hélicoptères s'il le faut, eu égard à leur dangerosité pour certains d'entre eux? Oui, ce sont des gens très dangereux, on l'a vu avec Mohamed Amra. Donc c'est d'abord les agents pénitentiaires que je voudrais remercier pour leur travail, leur courage. Ils risquent leur vie tous les jours, et notamment les ERIS, qui sont, on va dire, la police pénitentiaire qui fait ces transferts, puis le GIGN et le RAID, et le ministère des Armées qui nous aide à transporter ces personnes. Vous aviez dit ici même, il y a quelques mois, que d'autres établissements de ce type de haute sécurité renforcés seraient ouverts. Y en aura-t-il d'autres après Vendin-le-Vieil et après Condé-sur-Sarthe? Oui, il y en aura d'autres. Nous avons à peu près 500 personnes qui sont sur les 86 000 détenus, des personnes que l'on qualifie de très dangereuses, des juges d'instruction, le service de renseignement pénitentiaire. C'est un service de renseignement qui est rattaché au ministre de la Justice. Donc Vendin-le-Vieil a été construite en 6 mois pour 4 millions d'euros, Condé-sur-Sarthe pour 5 millions d'euros en quelques mois également. Il y aura Réau en Ile-de-France en juin 26 qui ouvrira, et puis 3 autres, Valence, Aix-en-Provence et puis Saint-Laurent-du-Maroni à la fin de l'année 2028. Le budget global de tout cela, dans un ministère qui n'a pas forcément beaucoup d'argent? C'est un ministère qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui connaît une progression budgétaire comme les armées. C'est le seul ministère qui n'est pas touché par des économies budgétaires. Moi, je remercie le président de la République et le Premier ministre. On a entre 4 et 6 millions d'euros d'aménagement de la prison. Je pense que les Français voient qu'on peut faire des choses en politique. Très concrètement, une prison sans téléphone portable, sans drone. À Vendin-le-Vieil, il n'y a pas eu un drone, il n'y a pas eu un téléphone portable, il n'y a pas eu une clé USB. Et la sécurité est totale dans cet établissement. Il y aura d'autres travaux dans d'autres prisons pour des prisonniers qui ne sont pas dans le haut du spectre de la délinquance? Oui, alors moi je suis comme tous les Français, je suis scandalisé de voir que des détenus peuvent avoir des téléphones portables ou des clés USB. J'allais justement vous en parler, bien sûr. Et c'est vrai partout, c'est vrai dans toutes les maisons d'arrêt qui sont malheureusement surpeuplées, ce qui est une condition indigne pour les détenus, mais surtout pour les agents pénitentiaires. Donc nous allons par ailleurs, en effet, rénover totalement, mettre une totale sécurité, des plans zéro portable. On en a saisi 80 000 téléphones portables. Mais il y en aurait, d'après les syndicats de surveillants, il y en aurait 160 000 pour 80 000 détenus. C'est-à-dire il y a 3 téléphones par détenu. Alors, ce n'est pas... C'est leur estimation. En tout cas, l'année dernière, il y a eu 80 000 saisies de téléphones portables. C'est tout à fait scandaleux. Donc on a mis les gens les plus dangereux dans les prisons de haute sécurité. Ça, c'est fait. Et puis, dans un cas comme celui-ci, par exemple, il n'y aura vraiment aucune possibilité d'avoir un ordinateur. C'est dans le décret. Une clé USB portable, vous voulez dire, oui. Ou un téléphone portable, l'ensemble des sujets numériques. Et puis il y a un autre sujet, c'est les maisons d'arrêt qu'on rencontre plus souvent. Et là, on va faire maison d'arrêt par maison d'arrêt, des plans zéro portable pour totalement rendre impossible l'arrivée de ces téléphones et de ces drones. Et on a 6 maisons d'arrêt, en effet, à Arras, par exemple, où on va pouvoir, dans les semaines qui viennent, faire ces travaux. Vous parlez de portable, je voudrais vous parler d'ordinateur portable. On a appris, les Français ont appris sans doute sidérés, que Salah Abdeslam, l'un des ou le détenu le plus surveillé de France, avait à sa disposition un ordinateur portable. Quand l'avez-vous appris? Alors, j'étais sidéré comme les Français, puisque moi, je suis arrivé au ministère de la Justice à la fin du mois de décembre l'année dernière, le 23 décembre exactement, quand j'ai su qu'il y avait, pour des personnes terroristes, il y en a 700 radicalisés islamistes dans nos prisons,
pour les personnes qui sont auteurs de criminalité organisée, narcotrafiquants, des possibilités d'avoir des téléphones portables, d'avoir des ordinateurs portables. J'ai demandé des fouilles systématiques. C'est parmi ces fouilles, d'ailleurs... Mais un ordinateur, c'est beaucoup plus grand qu'un téléphone portable, ça se voit. Oui, mais c'est autorisé. C'était autorisé par l'administration. Y compris pour lui-même. C'était autorisé par l'administration pénitentiaire. Donc j'ai mis fin à cela. Et ce que je veux vous dire, c'est que non seulement c'était sidérant, nous avons fait les fouilles qui nous ont permis de trouver ces clés USB qui permettent, depuis le mois de janvier, d'avoir le parquet antiterroriste qui s'est saisi. Ça fait seulement 1 an que cette enquête continue et qui n'était pas connue jusqu'à présent des Français. Et je veux dire aux Français que dans les prisons de haute sécurité où on met les terroristes islamistes et où on met les criminels organisés, il n'y a aucun ordinateur portable, évidemment. Juste un mot pour revenir sur Salah Abdeslam. Cet ordinateur portable était-il partiellement, totalement ou pas du tout connecté au monde extérieur? Alors, il ne l'était pas, mais il y a une enquête aujourd'hui du parquet antiterroriste depuis quasiment 10 mois qui permet de faire les évolutions qu'on a vues dans vos reportages et je ne vais pas commenter cette enquête. Une ancienne compagne de Salah Abdeslam, on en a parlé dans un sujet dans ce journal, est soupçonnée de lui avoir fourni une ou des clés USB qu'il a mis dans son ordinateur portable. Comment est-ce possible? C'est possible parce qu'avant, avant mon arrivée au ministère de la Justice, les parloirs pour les personnes les plus dangereuses étaient un parloir comme vous et moi et on pouvait se passer... Mais y compris pour Salah Abdeslam. Exactement. On pouvait se passer un téléphone portable caché, parfois c'est des petits téléphones de 3 cm, 4 cm, c'est pas l'iPhone classique que l'on connaît, ou une clé USB. Nous avons mis en place, vous l'avez vu dans votre reportage, dans ces prisons où on met les gens les plus dangereux, ces vitres, ces hygiaphones qui empêchent de se passer quelque chose. Donc c'était du bon sens, il fallait y penser, il fallait une loi, je l'ai fait voter, et avec le soutien du président de la République, désormais on a mis fin à ce qu'on pourrait appeler une forme de laxisme dans nos prisons. Mais quand avez-vous appris qu'il y avait des contenus djihadistes de l'État islamique dans ces clés USB, dans l'ordinateur de Salah Abdeslam? Je suis arrivé au ministère de la Justice le 23 décembre. On a fait des demandes de fouilles physiques et numériques parmi les personnes les plus dangereuses, dont M. Abdeslam. Et au mois de janvier, puisqu'on a fait une fouille numérique de son ordinateur, les personnes de l'administration pénitentiaire se sont aperçues qu'il y avait une connexion d'une clé USB. Et c'est un cas unique ou il y en a d'autres? Il y en a potentiellement d'autres sur d'autres djihadistes incarcérés en France, à votre connaissance? Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes à la suite des fouilles que j'ai commandées dès mon arrivée au ministère de la Justice. Hier, la Cour d'appel de Paris a mis en liberté Nicolas Sarkozy après 21 jours de détention à la santé. L'ancien président de la République a interdiction de rentrer en contact avec le ministre de la Justice. C'est vous-même, ainsi que tout membre de votre cabinet. Est-ce que vous avez été étonné par cette interdiction, qui est assez étonnante? Est-ce que vous la comprenez? Moi, je n'ai pas commenté les décisions de justice, je suis garde des Sceaux. Mais est-ce qu'elle vous étonne? Je garde in pectore mes opinions personnelles. J'ai une autre idée de ma fonction, celle de conserver l'état de droit. Et dans l'état de droit, il y a la séparation des pouvoirs et le respect des décisions individuelles des juges qui prennent en toute indépendance. J'imagine, comme il l'a toujours fait, que Nicolas Sarkozy va respecter ses obligations, et notamment par rentrer en contact avec le ministre de la Justice tant que je suis ministre de la Justice. Et nous allons donc tous et toutes, et je pense qu'il faut que les Français le fassent en général, respecter toutes les décisions de justice. Mais dans l'arrêt de la Cour d'appel, il est dit la chose suivante, très précise. Il y a un risque de pression de la part du prévenu, Nicolas Sarkozy, avec une capacité à actionner différents services de l'État. L'État, c'est vous. Est-ce que cette phrase suggère, c'est que peut-être Nicolas Sarkozy aurait voulu faire pression sur vous, obtenir des informations de votre part, et que même vous auriez pu y céder? C'est incroyable quand même ce qui est dit là. J'ai été 9 ans ministre jusqu'à présent. 3 ans où je me suis occupé des impôts des Français. D'ailleurs, on a fait l'impôt à la source avec succès. J'étais tenu par le secret fiscal. Je n'ai jamais trahi. 4 ans et demi au ministère de l'Intérieur où j'ai dirigé les services de renseignement de notre pays sous l'autorité du président d'organiser les Jeux Olympiques. Je n'ai jamais trahi ce serment et j'ai l'honneur d'être ministre de la Justice où je suis tenu à un certain nombre de secrets et je ne l'ai jamais trahi. Je respecte encore une fois totalement les décisions de justice, quelles qu'elles soient, prises par des juges indépendants. Je pense que nous devons regarder l'avenir, et l'avenir, c'est plutôt de faire des réformes importantes au ministère de la Justice, permettre à la justice d'être plus ferme, plus rapide, moins de laxisme dans les prisons, et c'est ce qui m'intéresse au ministère de la Justice, et pas de commenter ce qu'on peut lire ici ou là. Est-ce que vous pourriez commenter votre propre action? Est-ce que vous regrettez d'avoir rendu visite à Nicolas Sarkozy dans sa prison? Pas du tout. Vous ne l'avez fait pour aucun autre détenu? Bien sûr que si, je visite 3 prisons par semaine, n'hésitez pas à m'accompagner. Nicolas Sarkozy, quel que soit ce qu'on pense de Nicolas Sarkozy, c'est un ancien président de la République, c'est un détenu tout à fait exceptionnel et ses conditions de détention étaient exceptionnelles. S'il était arrivé n'importe quoi à Nicolas Sarkozy, je rappelle qu'il a été menacé, il y a même eu des enquêtes et des perquisitions à la prison de la Santé suite à ces menaces. S'il avait été blessé, s'il avait été tué en prison, qui était responsable? Le chef de l'administration pénitentiaire, le ministre, le chef de l'administration. Et moi j'assume mes responsabilités. Il était normal de se rendre compte des conditions de détention, des
personnes les plus dangereuses, comme les agents narcotrafiquants ou terroristes, mais aussi comme les détenus les plus exposés. C'est le rôle des mineurs aussi qui sont dans les prisons. Je fais attention à ce qu'il ne leur arrive rien. Et je pense que s'il est arrivé quelque chose, le Parlement, les médias, la Cour de justice de la République m'auraient demandé des comptes. J'ai rempli mon rôle et je ne regrette en rien. Merci Gérald Darmanin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis votre film Harry Potter et la coupe de feu, c'est le 4e de la saga. Et puis ne manquez pas, demain, c'est à partir de 7h, la matinale de Bruce Toussaint et toute son équipe. À 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée à tous. À demain.